Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Après quelques petits jours de pause, on se remet un petit peu de cette saison 2022 qui a été assez riche. Mine de rien, je n'aime pas dans la culture de l'instant dire que c'est la meilleure saison de l'histoire parce que je pense qu'il y a eu des meilleures. Mais en tout cas, c'est une saison où on a eu le plus de choses, d'éléments extra-sportifs. Où on a eu vraiment de l'extra-sportif qui a parfois même dépassé le sportif. On en parlera justement avec Novak Djokovic, avec Roger Federer et toutes ces retraites aussi qui nous ont quittés un petit peu cette année avec l'histoire du vaccin, les Russes qui n'ont pas pu jouer à Wimbledon. Il y a eu plein d'images. Et justement, plutôt que de faire un bilan, on va dire en parlant juste comme ça, j'ai voulu faire un bilan par image de toute cette saison. Je vais prendre une image à chaque fois, une image qui m'a marqué pour moi cette saison. Alors c'est possible aussi, je le dis d'avance, que j'ai oublié, que j'ai omis certaines images. Alors si jamais j'en ai oublié, bah dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous auriez mis en plus. Cette vidéo sera en deux parties, je pense, parce que, mine de rien, j'ai regardé quand même pas mal d'images, donc c'est possible qu'on ait une vidéo quand même assez longue. Donc c'est pour ça que je pense que je vais la couper en deux, cette vidéo, mine de rien, pour avoir une vidéo plutôt digeste. Donc on va commencer tout de suite justement avec de l'extra sportif déjà. C'est début janvier, avant même que l'Open d'Australie commence. C'est cette histoire entre Novak Djokovic, le vaccin, l'Australie, la fédération australienne de tennis, l'Open d'Australie, enfin tout ce que vous voulez. C'est cet imbroglio-là qui a fait un peu le tour du monde, hein, le tour des médias mondiaux. Novak Djokovic n'a pas pu participer à l'Open d'Australie car il n'était pas vacciné. Au-delà de ça, il y a eu quand même un petit peu cette guerre carrément entre la fédération australienne de tennis et le gouvernement australien qui en plus était en train de se préparer de prochaines élections. Donc ça veut dire qu'il fallait un petit peu qu'ils fassent un petit coup de pub, un bon coup de pub pour eux. Donc virer Djokovic pour eux c'était un vrai coup de pub mine de rien pour le gouvernement australien. Voilà, donc Novak Djokovic n'a pas pu participer à l'Open d'Australie, c'était quand même le premier gros choc de la saison, le premier gros débat de la saison. Est-ce que Djokovic aurait dû participer à l'Open d'Australie? Moi, j'avais quand même deux avis là-dessus. Le premier, c'était s'il ne doit pas jouer l'Open d'Australie, comme on a fait pour l'US Open, autant lui dire dès le début, tu prends pas l'avion plutôt que faire toute cette histoire. On l'a quand même envoyé en prison, on a vraiment envoyé Novak Djokovic en prison. Il est devenu persona non grata quand même, mine de rien. Il a pris une exclusion de 3 ans qui a été au final sous appel, il peut revenir l'année prochaine. Voilà, ça aurait été la première solution, de lui dire dès le début, bah non, tu prends pas l'avion et puis tu viens pas, ça aurait fait un débat évidemment, mais ça aurait évité déjà toute cette histoire encore plus énorme. Et aussi, surtout, on aurait pu aussi lui dire, bah ok, t'es pas vacciné, on te teste tous les jours, et s'il y a un seul moment où t'es positif, tu t'en vas. Et ça aurait été, je pense, la bonne décision. Djokovic, je pense aussi, aurait dit bah, largement, ok, j'y vais, voilà, j'accepte de me faire tester tous les jours, et puis si jamais je suis positif, bah, je rentre à la maison. Ça aurait été la bonne décision, mais bon, ce n'est pas la seule décision un petit peu débile qu'il y a eu cette année, mine de rien, dans le monde du tennis. La deuxième énorme image, c'est celle-là, c'est ce regard dépité de Medvedev. Et voilà Nadal qui embrasse fougueusement ce trophée qu'il a longtemps été... il a eu une fois déjà, mais il a longtemps galéré à le récupérer une seconde fois. Et c'est peut-être l'année où on s'y attendait le moins, où il va la chercher. Alors ok, il n'y avait pas Novak Djokovic, mais il n'était pas du tout favori. Même en l'absence de Novak Djokovic, Nadal n'était pas pressenti comme l'un des favoris de ce tournoi. Medvedev était le favori du tournoi, Zverev était l'un des favoris. On sait que Zverev a choc contre Shapovalov en 8e de finale. Medvedev Nadal, j'en ai parlé tellement de fois cette année de ce match que je sais même plus quoi dire de plus. À part qu'il y avait 3-2, 0-40 et que Medvedev n'aurait jamais dû perdre ce match. Et je pense que 9 fois sur 10, ce match-là, il le gagne. Le public aussi qui a rendu un petit peu fou Medvedev, qui l'a vraiment dégoûté, carrément qui a dégoûté Medvedev, je pense, toute l'année. Et ce match aussi qui est un petit peu la bascule, ce regard de Medvedev, qui en dit long, mais c'est un petit peu la bascule de la saison de ces deux joueurs. On va avoir une saison qui va être historique pour un Nadal en rédemption, et on va avoir une saison qui depuis 2019 est sa pire saison, depuis qu'il est vraiment dans le top 10, c'est la pire saison de Medvedev, je trouve personnellement cette année, à part sa finale à l'Open d'Australie, il n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, malheureusement pour lui, j'adore Medvedev, donc malheureusement pour lui, on a eu cette image là aussi, beaucoup de retraites, comme j'ai dit, alors j'ai peut-être oublié des retraités, je sais pas en termes d'image, mais il y a celle-là, c'est la première de la saison, c'est celle de Juan Martín del Potro, qui n'en pouvait plus, alors il paraît qu'il y aura peut-être encore un petit espoir
sur lequel il pourrait encore revenir peut-être sur le circuit. Il va faire une intervention chirurgicale pour son genou, donc on ne sait jamais. Mais il a dit en tout cas que ce match-là face à Delbonis était sans doute son dernier. C'était dur ce match-là parce qu'honnêtement on voyait que Del Potro n'avait clairement pas son réel niveau. Delbonis, voilà, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas besoin de faire grand-chose pour le battre. Il y a eu les larmes, vraiment les larmes de Del Potro juste avant de servir pour le match, que Delbonis serve pour le match. Ça a été un énorme moment aussi d'émotion. Le public vraiment de Buenos Aires qui était à fond pour Juan Martín Del Potro, qui le soutenait à fond. Et puis cette image là où il pose son bandeau sur le filet, où il embrasse le filet, c'est une très belle image, un très beau joueur, très belle image pour très beau joueur. J'ai fait une vidéo hommage de Juan Martín Del Potro en début de saison où je parle un petit peu de mes 5 moments que j'ai préférés de Juan Martín Del Potro. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la voir, elle est encore en ligne, vous pouvez la voir. Mais en tout cas voilà, très gros, très très bon champion qui a malheureusement eu trop de blessures, beaucoup trop de blessures. Il a eu un petit peu le nombre de blessures que par rapport à son talent. C'est dommage parce qu'il a vraiment un super talent ce joueur-là. Et je pense qu'il aurait trusté le top 5 pendant de très 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 longues années sans blessure. On ne le saura jamais malheureusement. Et il y a aussi cette image-là. C'est le premier titre de la carrière d'un joueur, de Félix Auger-Aliassime. Il a attendu tellement longtemps. Il y a eu tellement de critiques. Ouais, t'as perdu 8 finales à la suite. T'es mauvais. Tu sais pas gagner en finale. Au moins, il disait un petit peu, il répondait un petit peu philosophiquement, il avait plutôt raison de se dire, mais ok, j'ai perdu 8 finales, mais ça veut quand même dire que 8 fois, je suis allé en finale. Donc c'est vrai que dit comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon, malheureusement, évidemment, pour les critiques, on s'en donne à cœur joie de dire, ouais, il a perdu quand même 8 finales, il est surcoté. Et ça fait plaisir de le voir gagner Rotterdam. Et surtout, ça concrétise un très très beau début de saison de sa part. Il a vraiment fait un très très bon début de saison. Il avait été, je trouve, très sérieux sur ce début de saison. ATP Cup, remporté avec le Canada. Il a remporté ensuite l'Open d'Australie. Enfin, pardon, il a remporté de très beaux matchs à l'Open d'Australie. Il a notamment fait l'un des plus beaux matchs de l'Open d'Australie. Pour moi, le deuxième plus beau derrière Nadal-Medvedev à l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev. Justement, il a une balle de match. Il était très bon. Il lui manquait cette petite étincelle, ce petit titre, et voilà. Ce premier titre qui arrive à Rotterdam, mérité clairement pour Félix Auger-Aliassime, voilà, un joueur que j'adore aussi et qui mérite évidemment de gagner son premier titre. Il en a remporté 4 cette année-là. On a eu aussi pendant Dubaï, Acapulco, Medvedev. Évidemment, c'est un moment unique pour lui qui passe numéro 1 mondial suite à la défaite de Novak Djokovic contre Jiří Veselý. Novak Djokovic qui revenait à la compétition à Dubaï. Medvedev qui devient numéro 1 mondial, comme je dis c'est paradoxal, il devient numéro 1 mondial sur la pire saison de sa carrière. Faut pas se le cacher, qui évidemment il profite de, grâce au fait que le classement ATP soit fait sur 52 semaines, il profite évidemment en grande majorité de sa saison 2021 qui a été fabuleuse, mais moins fabuleuse que Djokovic. Djokovic a perdu beaucoup de points en début de saison, Medvedev, vu sa finale Open d'Australie, il perd pas de points, il perd pas beaucoup de points en début de saison, et du coup il se retrouve numéro 1 mondial, mérité au vu du parcours de ce joueur, mérité évidemment, pas au vu de sa saison, mais au vu du parcours du joueur, évidemment cette place numéro 1 mondial était largement méritée pour Medvedev, et je serais totalement, c'est pas moi en tout cas qui dirais le contraire. On a eu aussi Ashek Barty, qui a remporté l'Open d'Australie, et puis qui est parti. Voilà, on a eu Ashek qui est parti un petit peu aussi discrètement, et puis avec la surprise, parce qu'elle a 26 ans, mais on sent, voilà, c'était pas une Serena Williams dans le sens où elle va pas aller chasser les records. Son objectif, son rêve, c'était gagner Wimbledon. Elle l'a dit, son rêve, c'était de gagner Wimbledon. Son accomplissement, c'était de gagner l'Open d'Australie. Chez les Australiens, elle l'a fait de très très belle manière. Elle a écrasé tout le monde sur son passage. Le regret, c'est qu'on n'ait pas eu peut-être un Barty face à Swiatek au moment où Swiatek commençait vraiment à avoir son élan et ses 37 victoires consécutives. C'est dommage malheureusement, mais c'est comme ça, c'est sa décision. Encore une retraitée cette saison, sa décision, et on la respecte évidemment chez Barty, qu'on lui souhaite une très belle vie évidemment future du tennis. On ne sait jamais, peut-être un retour, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. On a eu l'Indian Wells aussi avec une très très grosse surprise. La première défaite de la saison de Rafael Nadal face à Taylor Fritz en finale de Indian Wells. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui s'y attendaient. C'était quand même en Californie, le public était plus pour Nadal que pour Fritz, alors que Fritz est californien, c'est pour dire aussi un petit peu l'impact qu'a eu Nadal sur le tennis, contrairement un petit peu à Taylor Fritz, qui est un petit peu plus discret, même si cette année c'est quand même montré beaucoup plus, qui a été un petit peu plus discret. Cette saison, Nadal est aussi qu'on ne reverra plus après avant Madrid, puisqu'il y a eu une blessure aux côtes sur ce match contre Taylor Fritz. On va voir ensuite, voilà, donc cette blessure là aux côtes de Rafael Nadal. On a ensuite, évidemment, alors j'ai oublié Miami.
Je pensais que j'avais mis une image de Miami, on a eu l'avènement de Carlos Alcaraz à Miami, j'ai totalement zappé de mettre une image de Carlos Alcaraz. Je pensais que j'en avais une, mais j'en ai pas mis une. On a eu évidemment la victoire d'Alcaraz à Miami contre Casper Ruud. On a eu cette image-là aussi, ça c'est à Monte Carlo. L'un des plus beaux points peut-être de la saison, dans un moment très important, dans l'un des matchs les plus bizarres de la saison. Je dirais pas l'un des plus beaux matchs, l'un des matchs les plus bizarres, ça c'est sûr. Où Tsitsipas mène 6-2, 5-3, 40-15 contre Schwartzmann. Il perd au final le deuxième set, il est mené 4-0, balle de 5-0 dans le troisième set. Il va gagner 6-4, notamment 40A, 5-4, 40A. Il sort cette volée-là magique avant d'aller gagner ce match. Donc voilà, c'était un moment très charnière, puisqu'en plus, juste derrière, il va remporter Monte Carlo, remporter une seconde fois d'affilée Monte Carlo. Bravo à Tsitsipas, que je voyais à ce moment-là remporter Roland Garros. J'assume totalement. Je le voyais remporter Roland Garros après cette victoire à Monte Carlo. La suite m'a pas donné raison, ça c'est moins qu'on puisse dire, hein, évidemment. On a eu Alcaraz, voilà, Alcaraz, je ne l'ai pas oublié évidemment à Madrid. Comment oublier son Madrid exceptionnel? Victoire contre Rafael Nadal, qui revenait à la compétition, ok. Victoire contre Novak Djokovic, dans un énorme match, dans un match de psychopathe, très clairement un match de psychopathe. Bravo à Alcaraz pour ces émotions-là. Il va ensuite remporter la finale face à Alexander Zverev et remporter son deuxième Master 1000 de la saison. Il continue un petit peu à gratter notre ami Alcaraz, qui avait déjà fait un énorme Barcelone en sauvant deux balles de match, dont une, on se demande encore comment, contre Alex de Minaur. C'était assez foufou. Rome évidemment, avec cette image terrible de Nadal au bord des larmes, avec cette question du pied qui a trotté pendant très longtemps, juste avant Roland Garros. C'était un petit peu, même moi je me suis posé la question, est-ce que Nadal allait être forfait pour Roland Garros? Comme chaque année, Nadal est forfait pour Roland Garros, et comme chaque année, il gagne Roland Garros. On connaît la chanson. J'ai ça aussi, Djokovic, qui gagne Rome, premier Master 1000 de la saison, premier titre de la saison, premier soulagement de la saison. Il a dit voilà, qu'il a vraiment eu du mal à digérer, plus qu'il n'avait laissé paraître. Il a vraiment eu du mal à digérer ce début de saison terrible, où il n'avait pas pu jouer de match, où surtout il y avait eu un petit peu cet emprisonnement à Melbourne, qui a été vraiment très très dur à vivre, et on peut le comprendre pour Novak Djokovic. La délivrance était méritée, franchement sur ce Rome il était au-dessus de tout le monde. Bravo pour Novak Djokovic. Roland Garros, il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images à Roland Garros. La première, je suis pas sûr que beaucoup l'auraient utilisée, c'est celle de Thiem. Celle de Thiem totalement désabusée, regarde, totalement désabusée. Le dimanche de Roland Garros, donc avant quasiment même que le tournoi commence. Défaite en 3-7 contre Hugo Dellien, qui est un très bon joueur sur terre battue, mais qui n'est pas non plus le joueur exceptionnel que Thiem était sur terre battue. Et j'ai mis cette image-là parce que ça fait vraiment de la peine de voir un champion comme Dominic Thiem galérer autant. Et j'espère que il reviendra en fort. On l'a vu cette fin de saison. On a eu un meilleur Thiem qui est revenu dans le top 100, qui était quand même très loin. On lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur à Dominic Thiem parce qu'honnêtement, c'est un très beau joueur. Un joueur qu'on aime beaucoup voir jouer au tennis. Et c'est un joueur qui manque clairement à ce top 10, je trouve. Un joueur qui manque clairement parce qu'il a un style de jeu qui n'a pas beaucoup comme lui. Donc vraiment, Thiem, reviens s'il te plaît. On a eu, lui il reviendra pas malheureusement, les adieux de Jo-Wilfried Tsonga sur un match excellent. Un excellent match. Je pense qu'il ne pouvait pas rêver mieux comme match. Si peut-être ne pas se blesser à 6-5 à l'épaule et puis servir pour le match. Enfin, servir pour le set et revenir à 2-7 partout. Face à Casper Ruud en plus. Face à Casper Ruud qui va en finale derrière. C'est dingue de se dire que Tsonga a été à ça de revenir à 2-7 partout face au gars qui va en finale. C'est pour montrer aussi un petit peu à quel point ces joueurs-là ont été énormes. On se rend pas compte à quel point les Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon, ils ont été exceptionnels. Et en fait, on s'est pas rendu compte parce qu'en fait, ils étaient exceptionnels. Sauf que devant, il y en avait 4 qui étaient phénoménaux, qui étaient au-dessus de tout le monde, qui étaient légendaires. Dont 3 notamment, qui étaient encore plus que légendaires, qui étaient des demi-dieux, on va dire. Et voilà, comme quoi, c'est le regret de Tsonga, peut-être l'Open d'Australie 2008, où il mène 1-7 un break contre Djokovic. Par ça, énorme carrière de Joe, vraiment, il y a tout. Il y a eu des demi-finales, il y a eu une finale, il y a eu la Coupe Davis, il y a eu une médaille d'argent ou de bronze. Je sais plus si c'est lui qui a l'argent ou le bronze au JO 2012 en double. À voir. Je dirais plus l'argent, comme ça. Mais c'est peut-être le bronze. En tout cas, il y a une médaille au JO aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de beaux moments avec Jo-Wilfried Tsonga. On a eu aussi cette victoire exceptionnelle, et je pèse mes mots, à 1h40 du matin, de Gilles Simon, évidemment. Qu'est-ce que j'étais content à ce moment-là, qu'il batte Carreño Busta, un Français qui bat un Espagnol sur terre battue.
faut quand même le faire. Alors Carreño Busta, ok, c'est pas le meilleur joueur du monde sur terre battue, mais c'était à ce moment-là un meilleur joueur que Gilles Simon, très clairement, sur la dynamique du moment. Simon qui mettait pas un pied devant l'autre. Et la magie Roland Garros, un petit peu. Alors, on a vu un Simon aussi qui a vraiment appelé le public, harangué le public, c'est quelque chose de très rare pour lui. On a aussi, je trouve, vraiment un Gilles qui a fait vraiment le match de sa vie à Roland Garros à ce moment-là, parce que j'avais pas vraiment de souvenir d'un Gilles Simon, d'un grand match de Gilles Simon à Roland Garros. Je sais qu'il avait tenu Roger Federer à un moment à Roland Garros, c'était en 4 ou 5-7, mais voilà, il avait perdu ce match-là malheureusement. Là, ce match-là, il est mené quand même d'un break dans le 5e, et il va le chercher. Et ensuite, il gagne son 500e match contre Steve Johnson avant de perdre contre Marin Cilic. Malheureusement, en 3-7, on sentait quand même que le jus n'était plus présent malheureusement pour Gilles Simon.